Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité nationale, la rencontre du chef de l'État avec les acteurs économiques du pays. Cette rencontre a mobilisé plusieurs opérateurs économiques de tous les niveaux, industriels, importateurs, les BTP, bref, la plupart des acteurs du privé. Entre Guinéens, des débats ont été houleux, parfois francs et directs. Alassane Diogobari était également de la partie. Suivez son compte rendu. Les opérateurs économiques invités cet après-midi à la présidence auraient pu s'attendre à une discussion sur une éventuelle baisse du carburant, tellement le sujet défraie actuellement toutes les chroniques. Cependant, les débats ont plutôt porté sur la situation économique du pays dans l'ensemble. Car la Guinée, tout le monde le sait, est orpheline d'Ebola et se retrouve avec une économie exsangue. Une situation qui plonge le pays dans des difficultés qu'une simple baisse du prix du carburant à la pompe ne suffirait à résoudre. Pour le président et son équipe gouvernementale, il s'agit donc d'exposer aux opérateurs de nouvelles dispositions pour redémarrer le système économique de la Guinée et pour cela, cette consultation des opérateurs s'impose pour recueillir leur point de vue. Un diagnostic économique bien posé par le président et des bonnes solutions, des bonnes propositions de solutions. Il reste à faire la synergie entre les deux secteurs, le secteur privé et le gouvernement, pour arriver à mettre en place ces ébauches de solutions. Mais le plus tôt serait le mieux, parce qu'il y a urgence sur la devise, il y a une forte pression sur la devise. Il est important de relancer l'outil de production, une production aussi destinée à l'exportation, un outil agricole qui exporte et qui génère des devises. Je retiens de cette rencontre la volonté du gouvernement de faire en sorte que le secteur privé guinéen puisse aller de l'avant et qu'il se donne la main pour constituer une seule structure pour défendre tout le peuple de Guinée. Ce que je retiens, c'est que sincèrement, ils ont pris de très bonnes décisions. Si ces décisions sont tenues, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas parlé tellement pour la baisse des devises. Vous savez, la Banque centrale a pris une décision il n'y a pas longtemps de s'aligner sur le marché parallèle. Et ça a fait augmenter les cours de change. Parce qu'avant, c'est la Banque centrale qui fixait les cours de change. Aujourd'hui, la méthode qu'ils ont mis en place, c'est que c'est les gens qui vont proposer à quel prix ils vont acheter les devises. Donc ça a fait tellement monter les devises, au lieu de 7500, il est passé aujourd'hui à 9200 au marché. Et donc ça, c'est une chose que la Banque centrale doit revoir pour fixer le cours de change. Parce que sinon, ça ne fera qu'augmenter. Quel appel avez-vous à lancer pour la mise en œuvre de tout cela, de toutes ces mesures annoncées au bénéfice des Guinéens? Écoutez, ce que le président de la République a cherché à faire, c'est rappeler au secteur privé guinéen que toutes les réformes économiques qu'il est en train de mettre en place sont destinées à améliorer l'environnement des affaires de manière que nos opérateurs puissent grandir, puissent s'élever. Premier message. Deuxième message, c'est de dire, c'est bien, on a fait du commerce. Maintenant, allons de l'économie de commerce vers l'économie de transformation, parce que c'est cela qui, à long terme, à moyen et long terme, est profitable et au pays et à vos affaires. Troisième message, mon administration, le gouvernement, les conseils autour de moi ont l'instruction de moi de vous accompagner pour que les difficultés auxquelles le pays fait face, les difficultés auxquelles vous faites face puissent être résolues dans la paix, dans la sérénité et dans l'interaction entre gouvernants et secteur privé. C'était donc la rencontre du chef de l'État avec les acteurs économiques. Investissement minier à présent, la Guinée veut faciliter les procédures de mise en œuvre des projets miniers. Une étude réalisée par la Banque mondiale sur les procédures administratives en vigueur a soulevé des incohérences et des solutions sont envisagées. Mohamed Alpha Baldé pour plus d'informations.
Avec son fort potentiel minier, la Guinée se veut attractive auprès des sociétés minières. À travers la Banque mondiale, une étude visant à relever les différentes contraintes liées à l'implantation des projets miniers est effectuée. Des difficultés administratives sont identifiées et des pistes de solutions proposées. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on propose, une démarche en 3 étapes. Une première étape, c'est de simplifier, d'utiliser tout ce qu'on a, et de simplifier, d'expliquer et d'utiliser des règles pour résoudre des conflits. La deuxième étape qu'on propose, c'est d'adopter des textes qui sont manquants. Il y a beaucoup de textes d'application qui sont manquants. Troisième, c'est là toucher à la loi. Il y a des dispositions légales dans certaines législations qu'on pourrait modifier. Opérateurs miniers et représentants étatiques se félicitent de la publication de l'étude. Sa mise en œuvre permettra par exemple de faciliter la délivrance des autorisations et permis. Le secteur minier guinéen représente 95% des recettes d'exportation du pays et près de 25% des revenus de l'État. Le secteur minier est un secteur très cyclique. Donc il faudrait que la Guinée tire profit des périodes de croissance du secteur pour que les projets miniers en fait voient le jour. Quand on a constaté que les projets miniers avaient des difficultés pour obtenir les permis et autorisations, exemple, un permis qu'on doit obtenir pour 5 jours, si on va jusqu'à 2-3 mois, le sous-traitant qui doit exécuter le travail, ça lui fait des charges inutiles. Donc l'État a sollicité auprès de la Banque mondiale l'élaboration d'un système amélioré pour la délivrance des permis d'autorisation. Aujourd'hui, le gouvernement et ses partenaires ont entrepris de nombreuses réformes dans ce secteur. La limitation des tracasseries administratives dans la mise en œuvre des projets miniers est un plus dans cette vision. L'amélioration du climat des investissements est en marche dans notre pays. Restons dans le secteur minier avec ce rendez-vous annuel du Forum mondial des mines et ressources naturelles de Cap Town, c'est en Afrique du Sud. Indaba Maininga est la rencontre des acteurs du secteur minier et les pays africains producteurs des mines. La délégation guinéenne a été conduite par le ministre des Mines et de la Géologie. Compte rendu Kabakondi. 3 jours d'opportunités, d'exposition des productions nationales et équipements, mais aussi de recherche entre investisseurs du secteur minier pays africains producteurs des mines. À la cérémonie solennelle d'ouverture, le ministre sud-africain des Mines, honorable Mozi Benzi Joseph Swine, a rappelé que la création des structures financières pour booster les structures minières et l'accès aux énergies nouvelles était une absolue nécessité. Le ministre guinéen des Mines a fait une excellente présentation de la Guinée, pays des opportunités minières. Au stand de Guinée, ici à Cape Town, en plus du ministère des Mines, on a noté la présence de la SOGI PAMI, de la Chambre nationale des mines de Guinée, des structures guinéennes comme Guiter Mining, la SAG et la SMB. Côté audience, le ministre guinéen Abdoulaye Magasuba a reçu successivement Srinivazan 24, PDG de Anglo Gold Ashanti, avec qui il a parlé du projet d'extension de la SAG, Stéphane Karangizi, CEO de ALCF, pour le soutien juridique de la BAD au secteur minier, Chris Lance de SFI, venu parler également de la mise en place du guichet unique, mais aussi de l'appui aux PME de sous-traitance minière et de l'extension de la CBG, mais avec également de la très prochaine table ronde sur le secteur minier guinéen. Edgar Diogo Carvalho et l'ambassadeur Windo Kourouma de l'ADP ont également été reçus par le ministre des Mines. D'ailleurs, cette association des pays africains producteurs du diamant tiendra sa prochaine session à Conakry en Guinée. Comme vous le voyez, Indaba Mining 2016 aura encore une fois remis la République de Guinée sous les projecteurs du monde entier, non seulement pour ses énormes potentialités minières, mais aussi pour les opportunités d'investissement, et cela augure des lendemains meilleurs pour notre pays. Retour à Conakry pour parler de cette autre volonté de la Guinée d'améliorer son classement mondial Doing Business. Classé 165e meilleure économie en 2016, le pays vient de cibler 32 réformes pour assainir le climat des affaires et garantir les investissements. Ces réformes proposées ont fait l'objet d'une étude à Conakry. Alia Kamara apporte des précisions. La Guinée a jusqu'au 31 mai pour déposer son rapport final. Le document doit exposer de nouvelles réformes mises en place pour prouver que Conakry est un bon cadre d'investissement. Ces réformes doivent au préalable être diffusées dans le journal officiel de la République
avant soumission au bureau de Doing Business. C'est tout l'enjeu de ces travaux en commission de la plateforme de concertation publique-privée. Nos attentes se résument entre autres à l'application effective des réformes. Parce que nous avons constaté qu'il y en a eu et malheureusement l'application fait défaut. L'accès à un bon classement de notre pays au Doing Business 2017. L'attraction des investisseurs sur toute l'étendue de la République de Guinée. Je suis convaincu que les pistes que vous venez de découvrir, que vous venez de mettre en place, à savoir les 32 projets, je suis convaincu que lorsque nous réussirons à sortir des réformes sur les 32 projets, nous serons certainement l'un des meilleurs pays, l'un des meilleurs en Afrique. Les commissions mises en place représentent des domaines sur lesquels la Guinée doit améliorer ses performances, car tout comme elle, 188 autres nations prennent part à cette compétition, dont le classement 2017 dépend de l'engagement des acteurs à toiletter le climat des affaires. À ce niveau, l'implication des pouvoirs publics à diligenter les projets de réforme validés en travaux de commission est vivement sollicitée. Cet exercice vous a également permis de noter les contraintes majeures qui limitent la promotion du secteur privé en général et des investissements en particulier. Au terme du même exercice, vous avez ressorti les propositions de solutions en termes de réforme pour hisser notre pays parmi les meilleurs réformateurs. Les commissions constituées ici vont poursuivre les réflexions jusqu'au mois de mars prochain. Une équipe de suivi est mise à contribution. Son rôle est de veiller à ce que toutes les propositions se fassent dans un délai raisonnable et surtout que les pouvoirs publics puissent les valider à temps. En bref et en image, Conakry va abriter du 16 au 17 février le séminaire international de sensibilisation sur le changement climatique. Les invités ont commencé à rallier notre pays. Ce samedi, le secrétaire général du Conseil économique et social du Cameroun a été accueilli par Hadjarabiet Siradiallo, présidente du CES Guinée. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. La réforme du secteur de sécurité en marche au haut commandement de la gendarmerie nationale. Après plusieurs mois de formation, 5 nouvelles promotions d'officiers de gendarmerie et sous-officiers ont reçu leur diplôme de fin de formation. Adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Parmi les institutions en tête de peloton dans la réforme du secteur de sécurité, figure en bonne place la gendarmerie nationale. Pour amorcer l'année 2016, 5 nouvelles promotions reçoivent leur diplôme de fin de formation. Il s'agit des 11e et 12e promotions du cours de perfectionnement des officiers de gendarmerie territoriale, de la 2e promotion de la formation des formateurs, de la 2e promotion des agents de constat et de la 3e promotion des assistantes de direction. La formation qu'ils ont suivie leur permet désormais d'exercer leurs nouvelles compétences avec détermination et fierté. L'encadrement et le niveau élevé des instructeurs sont les garants d'une formation solide et crédible. Ces stagiaires ont bénéficié des cours théoriques et pratiques ici à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia et dans certaines unités de Conakry. Des expériences à capitaliser pour mieux exécuter les missions qui leur seront confiées. Ces formations qui viennent de bénéficier ces stagiaires sont en adéquation avec le programme de réforme des secteurs de défense et de sécurité et la protection des droits humains défini par le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, commandant en chef des forces armées guinéennes. Ces différentes formations répondent aux impératifs de qualification du personnel, à s'approprier de nouvelles techniques et des textes juridiques en vue de l'accomplissement de leur mission régalienne. Cette série de formations a pour objectif de faire de la gendarmerie guinéenne une force de sécurité intérieure au service de la nation. Plusieurs démonstrations ont ponctué l'événement.
Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, a le profond regret d'informer le peuple de Guinée du décès lors d'une attaque le vendredi 12 février 2016 de 6 de nos soldats déployés dans le nord du Mali à Kidal dans le cadre de la mission des Nations Unies pour le Mali, MINUSMA. À cette douloureuse circonstance pour notre pays, le président de la République et l'ensemble de son gouvernement adressent leurs sincères condoléances aux familles éplorées, à l'armée nationale et au peuple de Guinée. Un deuil national de 3 jours à compter du dimanche 14 février sera observé sur l'ensemble du territoire au cours desquels les drapeaux de la République seront mis en berne. Que l'âme de nos illustres disparus repose en paix. Justement après l'attaque de MINUSMA au cours de laquelle 6 casques bleus guinéens ont perdu la vie, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a adressé ses condoléances au président Alpha Condé, au gouvernement, aux familles des victimes et au peuple de Guinée. M. Ban Ki-moon a fermement condamné de tels actes et exprimé sa sympathie et un prompt rétablissement aux blessés. M. Ban Ki-moon remercie le peuple de Guinée et son gouvernement pour son engagement au sein de la MINUSMA avant d'annoncer la visite prochaine en Guinée de son représentant auprès de la MINUSMA. Comment participer activement au développement de la santé des populations? La question est en débat entre les acteurs de la santé avec pour thème principal évaluation des résultats du centre de recherche sur le paludisme et autres maladies. C'est à l'actif de la Fondation Développement et Santé Durable. Des précisions en images, Rose Bojo. C'est l'un des centres de recherche sur le paludisme et certaines maladies fréquentes en Guinée. CFORPAG a participé à la recherche du vaccin contre Ebola. Le centre a pu tester 9 malades du virus, dont 6 guéris. À date aujourd'hui, 70 guéris d'Ebola sont suivis dans le laboratoire d'immunologie de survivants de la maladie. Il est prévu donc de suivre une série de malades, une série de guéris, personnes guéries d'Ebola, et puis voir comment est-ce que leur immunité se comporte, est-ce que ça va diminuer ou est-ce qu'ils vont rester protégés pour une longue durée. Et c'est toute cette documentation sur une base scientifique au laboratoire que nous travaillons et nous collaborons. Le centre est créé par la Fondation Santé et Développement Durable. L'amélioration des soins de santé des populations des zones les plus reculées est l'objectif visé. Cette rencontre entre membres et partenaires techniques ici au siège participe à donner des orientations pour l'exécution du planning 2016. Je pense que c'est une très bonne chose et nous, au niveau de l'OMS, nous pouvons qu'encourager en tout cas toutes ces activités qui sont en cours au niveau de cette fondation. Le Centre d'excellence de formation et recherche sur le paludisme et les maladies prioritaires en Guinée compte travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour assurer une meilleure coordination dans les recherches. Qui parle de développement, parle de recherche parce qu'il faut faire des recherches opérationnelles. C'est les recherches opérationnelles qui vont permettre de détecter les problèmes et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que réellement les résoudre. Donc dans ces conditions, il a estimé qu'il faut que le ministère de la Santé prenne part. Le centre est aussi en étroite collaboration avec d'autres universités étrangères. Il contribue notamment à la formation professionnelle et à la promotion de jeunes et femmes. Son souci majeur, faire de la santé un facteur déterminant du développement durable. Au même chapitre, rénovation des centres de santé communaux, c'est pour encourager les communautés à fréquenter les structures sanitaires. Premier bénéficiaire de ce geste, le centre médical Les Flamboyants dans le quartier Petit Simbaya. C'est une action pilotée par le projet HC3, reportage signé Alga Simba. Renaître la confiance entre les communautés et les structures sanitaires, tel est l'objectif du projet HC3. Pour réussir ce pari, les acteurs de ce projet s'engagent à rénover des centres médicaux communaux. C'est le cas du centre médical communautaire Les Flamboyants dans le quartier Petit Simbaya. C'est inacceptable qu'une femme enceinte puisse accoucher à la maison. C'est inacceptable que quand il y a des campagnes de vaccination, il n'y a pas suffisamment d'enfants qui soient vaccinés. C'est inacceptable que quand les gens tombent malades, ils aillent dans la clinique, au lieu de venir dans un hôpital qui est accrédité, qui peut offrir des services de qualité. La propriété est l'un des éléments clés de l'hygiène.
Un espace sain est un motif d'encouragement des patients à fréquenter les structures sanitaires. La démarche que vise le projet est d'appuyer les services de santé. Le fait de voir le CMC, les flamboyants, dans cet état-là, ça me réjouit à plus d'un titre. Quand vous venez au flamboyant maintenant, la nuit, vous avez l'impression que c'est le jour. Tellement c'est clair, ils nous ont remplacé toutes les ampoules qui étaient défectueuses. La rénovation concerne pour cette phase les structures sanitaires de la capitale. Une initiative de Health Communication Capacity Collaborative HC3 Guinée. Un projet qui œuvre pour l'amélioration de l'offre et l'augmentation des services de santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi que la promotion des comportements familiaux essentiels. Ce soir, la RTG Koloma a ouvert ses portes à un grand producteur de films, Tarak Ben Amar. Détenteur d'une chaîne de télévision, ce promoteur de 7e art compte accompagner la RTG dans sa dynamique de modernisation et de migration vers le numérique. Fodé Camara. Grand producteur et homme d'affaires franco-tunisien, Tarak Ben Amar a visité cet après-midi les installations de la RTG Koloma. Ce passionné du cinéma et du petit écran est membre du conseil d'administration de Vivendi et de la chaîne d'information européenne Euronews. Il compte aider la RTG en pleine mutation vers le numérique à jouer pleinement son rôle de vecteur d'une communication de qualité reflétant toutes les préoccupations des populations. En compagnie des autorités de la RTG Koloma, Tarak Ben Amar a pu toucher du doigt les difficultés et les efforts de modernisation de la radio-télévision guinéenne. Ceci grâce à l'implication du président de la République. Cet appui aide aujourd'hui la RTG à tenir la dragée haute avec des perspectives prometteuses de renforcement des capacités du personnel pour mieux servir un public de plus en plus exigeant. Désormais, la salle de conférence de la Maison de la Presse porte le nom de El Hadj Mohamed Diallo. C'est un hommage à notre confrère de Guinée7.com, assassiné au siège de l'UFDG alors qu'il était dans l'exercice de son métier. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, Rachid Ndiaye. Le point avec Guénab Bari. El Hadj Mohamed Diallo, telle est l'appellation désormais de la salle de conférence de la Maison de la Presse. Une commémoration des hommes de médias à l'endroit du journaliste assassiné plume en main le soir du vendredi 5 février. C'est tout à fait mérité, c'est plus une façon de l'immortaliser, c'est une façon d'encourager les autres journalistes dans leur travail et c'est une façon aussi d'encourager les autorités judiciaires à rechercher le ou les coupables. Sa famille, son employeur et ses confrères se réjouissent de cette reconnaissance car pour eux, le nom de El Hadj Mohamed Diallo restera à jamais gravé dans les mémoires. C'est une grande reconnaissance pour tout le monde, pour la presse guinéenne, pour la famille de El Hadj, pour le travail de journaliste. Vous savez, c'est un début de justice que l'on est en train de rendre à El Hadj. Je voudrais ici, au nom de la famille, son épouse, sa maman, ses tantes, mes sœurs qui ne sont pas là, mes grands frères, vous dire merci. Merci beaucoup. Pour le ministre de la Communication, ce acte ignominieux ne doit plus se reproduire. Rachid Ndiaye invite les journalistes à être plus que solidaires. Nous assistons à une journée également symbolique qui est donc le fait que le nom de cette salle, qui est le cœur de cette maison de la presse, soit donné à El Hadj Mohamed Diallo. Je crois qu'ensemble, nous allons continuer à perpétuer sa mémoire. Nous allons être fidèles à l'idéal qu'il a toujours défendu, l'idéal d'un travail honnête, d'un travail d'information, dans l'esprit de liberté et de responsabilité qui nous caractérise. Depuis l'assassinat du journaliste El Hadj Mohamed Diallo, la presse guinéenne est plus que jamais soudée. En tout cas, la justice est interpellée pour faire la lumière sur cette affaire. Que
Que l'âme de Elhadji Mohamed Diallo repose en paix. Amen. À Bindi, c'est dans la préfecture de Dalaba, plus de 500 familles dorment à la belle étoile. L'on se souvient qu'il y a environ un an, un feu mystérieux avait ravagé tout le village en causant des dégâts matériels et une perte en vie humaine. Et depuis ce drame, les familles sinistrées attendent des appuis pour la reconstruction de leur domicile avant la saison des pluies. Mamadou Paté Baldé, correspondant dans la région de Mamou. Dans la préfecture de Dalaba, à l'image de Tanga, garde encore en mémoire l'apparition du premier feu mystérieux. Déclenché en mai 2015 dans la localité, l'incendie avait provoqué des dégâts matériels importants et une perte en vie humaine. Ce feu mystérieux, c'est d'origine inconnue. C'est la première fois que cet incendie arrive à avoir lieu dans notre localité. Donc cet incendie a fait 49 cases paillées qui sont parties en fumée et leur contenu, plus une maison en tout dans laquelle a péri la dame nommée Mme Aïssata Sou. Nous ne connaissons pas encore l'origine du feu. C'est mystérieux. C'est vraiment inquiétant. Même ma mère a trouvé la mort dans l'incendie. Depuis cette date jusqu'à nos jours, 500 familles, en majorité des femmes et des enfants, sont sans abri. Quand il y a eu l'incendie, nous étions absentes. À notre arrivée, on a constaté que rien n'est sorti. Nous tendons la main aux bonnes volontés. Nous prions le gouvernement, les ONG et les bonnes volontés de nous venir en aide car nous avons tout perdu. Nous n'avons ni mangé, ni logement. Nous comptons sur l'appui de tout le monde. Aujourd'hui, les sinistrés attendent toujours des appuis pour entamer les travaux avant la saison hivernale. En bref, la retraite annuelle 2015 de l'équipe pays des Nations Unies en Guinée se tient actuellement dans la cité minière de Sangaredi. Thème retenu cette année, les Nations Unies au service de la Guinée pour la promotion d'un développement durable. Une rencontre qui a permis aux agences du système des Nations Unies et au gouvernement d'échanger sur plusieurs sujets d'intérêt public. Nous y reviendrons avec le bureau de presse de la primature. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce communiqué du bureau de presse de la présidence. Le président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, a le profond regret d'informer le peuple de Guinée du décès lors d'une attaque le vendredi 12 février 2016 de 6 de nos soldats déployés dans le nord du Mali à Kidal, dans le cadre de la mission des Nations Unies pour le Mali, MINUSMA. En cette douloureuse circonstance pour notre pays, le président de la République et l'ensemble de son gouvernement adressent leurs sincères condoléances aux familles éplorées, à l'armée nationale et au peuple de Guinée. Un deuil national de 3 jours à compter du dimanche 14 février sera observé sur l'ensemble du territoire national au cours desquels les drapeaux de la République seront mis en berne. Que l'âme de nos illustres disparus repose en paix. Justement après l'attaque de la MINUSMA au cours de laquelle 6 casques bleus guinéens ont perdu la vie, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a adressé ses condoléances au président Alpha Condé, au gouvernement, aux familles des victimes et au peuple de Guinée. M. Ban Ki-moon a fermement condamné de tels actes et exprimé sa sympathie et un prompt rétablissement aux blessés. M. Ban Ki-moon remercie le peuple de Guinée et son gouvernement pour son engagement au sein de la MINUSMA avant d'annoncer la visite prochaine en Guinée de son représentant auprès de la MINUSMA. Que l'âme de nos vaillants soldats repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi et à demain.